Sud Radio Rugby, Cyprien Bétou. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien au cœur de la mêlée sur Sud Radio, la radio du rugby durant 1 heure, résultats, analyses et surtout invités. Mais avec ça, nous avons nos consultants Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero. On commencera avec leur podium. Nous recevrons le demi d'ouverture international de l'Aviron Bayonnais, Juris second à 18h15. À 18h30, l'entraîneur des avants et de la défense du Rouen Normandie Rugby, Yannick Nyanga. Et puis avant 19h, nous évoquerons la dernière affiche de cette 7e journée, Toulon Racing 92. Allez, on rentre au cœur de cette mêlée. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Messieurs Jean-Baptiste Elissalde, Philippe Spanghero, bonjour à tous les deux. Salut Cyprien, bonsoir à tous. En forme, ça se passe bien à La Rochelle, Jean-Baptiste, après une victoire comme hier, au Vieux Crampon, tout est propre? Ça s'est bien passé, on a passé une bonne soirée, tout le monde était très heureux. Mais là, le temps se gâte un petit peu. Je pense qu'on va avoir 10 jours de temps rochelé, un peu pluvieux et humide. Donc c'est pas forcément le moment de venir te voir en déloc, quoi. Il faut attendre un peu plus. Ouais, si, vous pouvez venir quand même. On a de quoi se réchauffer au Vieux Crampon. Et puis voilà, tu seras notre soleil, Jean-Baptiste, au cas où, au pire. Il y a aucun problème. Ça va revenir vite. Entre deux averses, il fait toujours beau. C'est ça. Philippe, comment ça va? Hier, on t'avait laissé un peu malade. Ça va mieux? Ouais, toujours un peu malade, mais bon, heureux d'être avec vous. J'ai quand même pu regarder les matchs et heureux d'être là pour en parler. Bon, parfait. Bonjour également à Quentin Cabanis. Quentin, ça va, en forme, toi? Bonsoir à tous. Ouais, très très bien. Écoute, moi je suis en forme, pas d'angine, tout va bien, je suis en calme. Parfait. D'ailleurs, garde le micro, Quentin, tu peux nous en profiter pour nous rappeler les résultats et le classement avant le dernier match de la journée. 7e journée de Top 14 qui se dispute ce week-end et ça avait démarré fort avec Bayonne qui a étrillé Clermont 44-17. Castres, au bout du suspense, a battu le Stade Français 29-24. Montpellier à domicile a battu le Loup Rugby 35-13. La Rochelle en démonstration face à Montauban 54-19. L'USAP est pour le moment la seule équipe à avoir perdu à domicile. C'était face à l'UBB hier 27-12. Et puis la section paloise avec un essai en toute fin de match hier est venue à bout du Stade Toulousain 30-26. Ce soir, un match entre le RCT et le Racing 92. Au classement, Pau est seul leader de ce top 14 devant l'Aviron Bayonnais et le Stade Toulousain. Ensuite, on va retrouver dans l'ordre le Stade Français, Castres, Montpellier, l'UBB, le Loup Rugby, le Racing, La Rochelle, Clermont, Toulon, Montauban et Perpignan. Pour rappel, La Rochelle et Toulon qui ont un match en retard puisque le match avait été reporté en raison des intempéries du côté de Toulon. Et il se disputera durant la tournée de novembre. Juste avant d'attaquer vos podiums, vous avez des petits clins d'œil, monsieur Jean-Baptiste. Toi, c'était notamment sur le jeu au pied durant le section paloise Stade Toulousain. Ouais, c'est ça. Comme si les deux équipes étaient siamoises. En fait, la stratégie était identique. C'est-à-dire que dans les 22, les deux équipes ont trouvé les touches et sortis de leurs 22, ils ont tapé des contestables. Souvent, c'est une sorte de baromètre dans le rugby quand tu gagnes les duels aériens ou le 50-50 que ça te retombe dans les mains. Et ben, tu trouves le momentum et des séquences de possession. Et pendant 30 minutes, c'est tombé dans les bras de Toulouse, ce qui a fait quasiment un 20-3. Si on nommait l'erreur qu'ils ont fait sur le coup d'envoi à Toulouse et qu'on donnait des points à Pau. Et après, ça s'est un petit peu renversé au fur et à mesure du match. Et Pau est revenu, je pense, dans le match grâce à la récupération de ses ballons aériens. Et voilà, donc c'était mon clin d'œil stratégique. C'était marrant parce que les deux équipes se rendaient coup pour coup et un bon match de rugby entre les deux prétendants au podium. Donc c'était une très belle affiche du samedi soir. Et ça se vérifie en stats. Ce que dit Jean-Baptiste, il dit que ça a été des équipes siamoises. 31 coups de pied pour la section paloise, 30 pour le Stade Toulousain. Mais par contre, il y a un différentiel de quasiment 150 mètres à la faveur des Palois en termes de distance parcourue sur les coups de pied. Donc c'est assez important. Ça, tu peux l'expliquer parce que Toulouse a remonté 3 ballons de plus que Pau. Sur le fond de terrain, Parkingord notamment, Capuzzo, etc. Alors que l'arrière australien de Pau s'est contenté de les renvoyer loin, donc ça a 3 coups de pied de plus à 50 mètres, tu vois alors là la différence. Mais c'est très peu sur un match entier. Hein. Ouais, juste avant d'enchaîner, Jean-Baptiste, je voulais juste avoir aussi ton analyse sur ces renvois, ces réceptions après avoir scoré de la part des Toulousains. 2 fois ils se trouvent et ça leur fait 14 points. Comment à ce niveau-là on peut passer à côté à ce point? C'est quoi? C'est une erreur
technique, c'est une erreur tactique du placement des joueurs? Non, c'est plus des erreurs techniques, individuelles, certainement perturbées. Des fois, ça peut être l'éclairage qui est dans ta ligne de mire ou des coups d'envoi très bien tapés avec une bonne pression. C'est vrai que 2 fois dans le même match, une fois, ça peut arriver de temps en temps. Ils sont pas coutumiers du fait, donc c'est pas ça. Ils ont des mecs très adroits normalement, même si Flamand était pas forcément là. Je pense qu'il y a certainement une grande part de la victoire de Pau dans ces deux faits de jeu. C'est-à-dire que 14 points donnés à ce niveau-là, c'est très dur à remonter et c'est très dur de faire la différence. Ce qui n'enlève rien aux 5 dernières minutes de Pau qui ont été cherchées au lieu d'aller chercher le nul et de prendre la pénalité, qui ont été chercher la victoire et ils l'ont mérité entre guillemets sur l'ensemble du match. Mais c'est vrai que quand tu es du côté toulousain, donner 14 points comme ça, c'est trop simple. Ouais. Philippe, toi, est-ce que tu avais un petit clin d'œil également sur cette journée? Un clin d'œil, c'est depuis le début de la saison, ça se vérifie tous les week-ends, mais cette jeunesse qui apparaît un peu partout sur les terrains, j'ai l'impression, je sais pas si Jamba est d'accord avec ça, mais de plus en plus de jeunes joueurs qui semblent très prêts pour le haut niveau, des joueurs de 18 ans, 19 ans. Il y a eu le demi de mêlée lyonnais il y a quelques semaines qu'on a découvert, ouais. Et il y a Esteban Gonzalez, il y a eu au Stade Français un jeune talonneur ce week-end. Depuis le début de la saison, il y a plein d'exemples. Alors j'imagine que ça vient aussi de la règle qui a été mise en place de GIF et de l'importance de la formation que les clubs ont vraiment pris à leur compte depuis quelques années maintenant. Mais malgré tout, c'est très bon signe, je crois, pour la santé de notre rugby et puis à terme de notre équipe nationale. Avant, c'était un peu exclusif à Toulouse, j'ai l'impression, cette capacité pour les jeunes qui arrivaient là d'être prêts tout de suite. On voyait des gamins de 18 ans dont on n'avait jamais entendu parler aller faire des coups à Clermont, au Stade Français, etc. Et là, on a l'impression que ça se vérifie un peu dans tous les clubs, que ces jeunes joueurs sont prêts pour le haut niveau plutôt qu'avant. Jean-Bas, t'es d'accord avec l'analyse de Philippe? Oui. Toi qui regardes également beaucoup le championnat des espoirs. Indéniablement, je pense que de toute façon c'est vital pour les clubs de miser sur la formation. Alors bien sûr il y a la règle des GIF, mais il faut savoir que des gamins qui arrivent à 18 ans avec des contrats espoirs pèsent pas lourd dans le salary cap. Donc plus t'en as et plus ils sont bons, plus tu peux t'acheter les très grands joueurs qui te font gagner les finales. Donc ça a été acté par tout le monde. Donc il y en a qui travaillent plus ou moins bien, mais en effet quand je vois, et on en parlera tout à l'heure sur mon podium, mais quand je vois la paire de centres par exemple de hier soir, Broboiry avec Gaëton. Alors on pourrait penser que Gaëton, on en entend parler depuis 2-3 ans, mais en fait le mec il est jeune encore. Hein. Il a 22 ans, 23 ans à peine. Voilà, Broboiry en a 19 et en face t'as Gourgue qui a aussi cet âge-là et bien d'autres. T'avais Remu à l'arrière. Donc c'est vrai qu'à Toulouse on avait l'habitude et on s'aperçoit que la formation tous les clubs se penchent dessus parce que c'est le vivier prioritaire et avec la détection chez les jeunes pour arriver à avoir un maximum de salaire pas trop élevé pour pouvoir t'acheter les Dupont, les Aldrit, etc. Donc il faut qu'il y ait une balance, mais c'est vrai que ça fait du bien, ça fait du frais et puis en fait ils sont décomplexés. En plus je pense que c'est une génération qui est moins peut-être un stressé. Nous on était nous on était bien éduqués, c'est-à-dire que la place aux anciens c'était respecté et tout. Eux ils arrivent décomplexés, ils saisissent leur chance. On voit aussi, j'ai vu un petit arrière et un petit centre aussi à Perpignan, même dans la difficulté, se battre pour leur maillot. Et en plus c'est des mecs qui ont l'amour du maillot parce que souvent ils sortent du club, de leur formation, ils ont déjà passé 4-5 ans ici ou plus même pour certains. Donc voilà, c'est très bien pour notre championnat et surtout très bien pour l'équipe de France parce que on peut aligner 2 ou 3 équipes très performantes. Exactement, l'équipe de France on en parlera un peu plus tard, notamment avec Joris Second, notre invité dans quelques minutes. Le podium, messieurs, on va commencer par la première marche du classement, l'or pour toi Jean-Baptiste, c'est quoi ce week-end? Moi c'est Capilla, je sais pas comment on dit, Esteban de Bayonne. Alors j'ai essayé de mettre 3 noms, vous verrez, 3 postes identiques pour saluer aussi la performance de leur équipe. Donc à travers Capilla, toujours la performance de Bayonne. Mais ce garçon est athlétique, il vient du Seven, il a des mains en or, il a un appétit fou. Et là encore une fois, je vais prendre le pari qui sera dans les 42 bientôt, peut-être dans les prochains jours, mais au moins dans les prochains mois sûrement s'il continue comme ça. Vraiment une belle pépite bayonnaise. Il fait même des jeux au pied par-dessus maintenant. Ouais, il fait tout. Et toi Philippe, sur ta première marche du podium?
Alors sur un premier match du podium, Pau. Moi, je suis resté sur les équipes Pau parce que ils ont un match référence entre les mains hier soir. Alors on l'a dit, ils ont été très très réalistes sur ces temps, sur ces on va dire erreurs toulousaines. Ils ont manqué aussi d'occasions, mais en tous les cas, les 5 dernières minutes, cette capacité à revenir au score, enfin les 10 dernières minutes plutôt, et à venir accrocher cette victoire face à une équipe de Toulouse qu'on sentait quand même plus mobilisé sur la gestion de fin de match que lors des sorties précédentes, ça place Pau comme vraiment une équipe très très solide dans ce top 6. Elle est passée à côté ces 2 dernières saisons, ils ont affiché leur ambition et ils sont au rendez-vous. Ouais, en effet, gros match du samedi soir entre la section paloise et succès hyper important. Jean-Bas, sur la médaille d'argent, elle est donnée à quel joueur du coup ? La médaille d'argent, elle est donnée à Nouchi, capitaine de Montpellier, donc pareil, pour récompenser son équipe. Je récompense ce joueur, donc après le numéro 7 Capila, le numéro 6 Nouchi. À chaque fois qu'il touche le ballon, il y a une différence qui se fait, il s'enroule autour des mecs, il arrive à jouer debout, très présent dans le combat et il supporte bien son capitanat. Il l'a vécu l'année dernière dans la difficulté, là ça se passe un peu mieux et j'ai trouvé des Montpelliérains un peu plus alertes, notamment dans le rugby offensif, donc un clin d'œil à eux pour leur performance face à Lyon. Toi, la médaille d'argent, Philippe, c'est toujours un club et c'est un club qui gagne à l'extérieur pour la première fois. Ouais, c'est l'UBB parce que l'UBB qui va enterrer un peu plus Perpignan. C'était un match délicat. On attendait une réaction catalane et cette équipe de l'UBB, même si pour moi elle n'est pas complètement rassurée par rapport à ce qu'elle est capable de proposer et elle a pas complètement digéré la saison dernière. Il y a encore trop de fébrilité, je trouve, mais malgré tout, c'est des points importants pour rester accroché. On l'a dit hier, il y a un tel goulot d'étranglement entre la première et la 12e place que chaque point coûte cher. Et ils ont fait la bonne opération hier. En effet, première victoire à l'extérieur pour l'UBB. Tu complètes ta 3e ligne, Jean-Bas, avec le podium, avec la médaille de bronze. 6-7 et maintenant un numéro 8. C'est ça, Gazotti, pour récompenser aussi la victoire de Bordeaux et surtout leur entame de match qui avait pas été bonne depuis le début de la saison, très peu. Là, elle a été quasi parfaite, un 20-0 au bout de quelques minutes, ce qui a éteint le stade et bien évidemment qui a mis encore plus la tête au fond du seau à Perpignan. Et au milieu de tout ça, Gazotti, c'est peut-être celui dont on parle le moins, mais dans le travail obscur, dans la dureté, encore un jeune joueur d'ailleurs. Je le sens de plus en plus prêt à venir titiller les meilleurs. Et Capilla, Nouchi, Gazotti en face de Boudéan, Aldrit. C'est une 3e du futur. Jelonche. Il y aura match aussi. Ouais. Je vous dis, je crois que les matchs d'opposition à l'entraînement des Bleus sera peut-être plus intéressant que les matchs en prime time. Bon, on va peut-être se rendre à Marcoussis du coup pour regarder ça avec attention. Les caméras Marcoussis, on va c'est ça, les matchs. Exactement. Philippe, toi tu complètes ton podium avec un autre club qui évidemment a été cité par Jean-Bas un peu plus tôt. Oui, c'est Bayonne, bien sûr, parce que c'était un match à domicile, face à une équipe de Clermont qui avait quand même affiché des ambitions, et Bayonne a maîtrisé son sujet de bout en bout. D'habitude, ils ont des petits passages à vide, ils font des bouts de match, et très souvent, ils finissent fort. Et là, ils ont commencé fort, ils ont fini fort. C'est pour moi le match référence sur 80 minutes de cette équipe bayonnaise sur le début de l'année. Et voilà, elle conforte son statut quand même de demi-finaliste l'année dernière. On voit que le recrutement a été payant, une profondeur de banc qui a été trouvée malgré quelques blessures importantes. Donc voilà, Bayonne qui est quand même bien installé là aussi dans le top 6 et qui confirme son statut. Ouais, en effet, qui confirme son statut. Le flop du week-end pour toi, Jean-Bas, est-ce qu'il y en a un particulièrement ? Ouais, pour moi, c'est Montferrand, tellement enthousiasmant à domicile que la chute n'en est que plus sévère à l'extérieur, quoi. Je comprends pas. Et pourtant, ils avaient été prévenus par leur coach, Urios, qui avait tout senti. Je crois qu'il y a une interview mercredi ou mardi soir après leur
Sud Radio Rugby, Cyprien Bétou. Vous êtes bien au cœur de la mêlée pendant encore jusqu'à 19h avec Jean-Baptiste Elissade et Philippe Spanghero, et on reçoit tout de suite Joris Segond, l'ouvreur de Bayonne, au cœur de la mêlée. Joris, je suppose qu'après un succès bonifié hier contre Clermont, il y a des dimanches qui sont bien plus agréables, surtout après un tel succès. Ouais, bonjour tout le monde. Oui, forcément, hein. Les lendemains de victoire, c'est toujours plus simple pour récupérer, mentalement aussi. Donc non, là c'est une belle journée de repos avec les 5 points de hier, ça fait toujours plaisir. Ouais, Jean-Bas, toi tu as regardé le match hier et la performance de Bayonne t'a beaucoup plu. Ouais, salut Joris. Oui, à travers Joris, à travers Capilla, comme on en a parlé, mais bien d'autres. Je vous ai trouvé beaucoup plus consistant, notamment dans l'animation offensive. Toi, tu as bien alterné, j'ai vu des passes au pied, chercher des espaces libres, passes constantes uniquement de taper loin, notamment. Vous avez joué quelques ballons de votre camp, qui vous a donné aussi un peu d'air. J'aurais aimé savoir, est-ce que la fraîcheur que vous avez eue sur ce match-là ne dépend pas de la semaine que vous avez passée? À noter que vous avez beaucoup de blessés, notamment à Pau, et peut-être que les intensités d'entraînement ont un peu molli ou sont un peu plus faibles, et que du coup vous aviez un peu plus de fraîcheur sur le terrain. Je sais pas, c'est une question. Non, franchement, on a fait une semaine classique. Après, c'est sûr qu'on a eu, après ce match à Pau, on a eu quand même pas mal de blessés. Donc on a dû s'adapter, notamment sur certains postes, notamment en pilier et tout, de faire quand même un petit peu attention, parce qu'il nous en reste plus énormément. Après, on a quand même fait une semaine, on était sorti d'une semaine avant Pau, où on avait joué 2 dimanches soirs de suite. Donc la récupération, mine de rien, c'est pas la même. Et là, cette semaine, on était reparti sur une semaine classique, mais on a eu un petit peu moins de contacts, ça c'est sûr, notamment les avants, sur les mêlées, tout ça, ils en ont fait un petit peu moins, ce qui est normal par rapport aux blessés. Mais après, on a essayé de faire des entraînements assez rapides quand même, pour garder un maximum de fraîcheur, parce que le match à 14h30... c'était le premier match, c'était assez tôt, donc on a eu 5 jours de travail où on a bien travaillé, et après de notre côté on a essayé au maximum de mettre toutes les chances de nos côtés pour récupérer physiquement. Un Joris Segond au cœur de la mêlée sur Sud Radio. Philippe Spanghero avec toi. Ouais, salut Joris, félicitations pour cette victoire, ce match abouti d'hier. J'ai une question par rapport à la saison dernière, savoir qu'est-ce qu'elle a changé dans les têtes, dans la confiance potentiellement que vous avez dans votre potentiel. Est-ce que elle vous a fait aborder aussi cette intersaison différemment, avec un statut à assumer qui est pas forcément naturel pour une partie des joueurs de cette équipe? Oui, exactement. Déjà, quand on a repris la saison, forcément, on était un petit peu aussi sur cette euphorie de la saison dernière. Donc, comme on l'a évoqué, cette saison... Nous, forcément, on aimerait rééditer une saison comme la saison passée. On sait qu'on va être beaucoup plus attendu que la saison dernière, parce que, milieu de rien, la saison dernière est un petit peu la surprise de ce championnat. Donc maintenant, on voit que les équipes nous prennent vraiment pas à la légère, je pense, comme certains matchs la saison dernière. Donc forcément, on a un rôle à assumer, mais après, on essaye quand même aussi de se détacher de ça. On essaye de pas trop se mettre de pression par rapport à ça, parce qu'on sait que ce championnat, il est très compliqué. Puis là, on peut le voir rien que déjà au niveau du classement, hein, il y a 12 équipes qui jouent le top 6. Donc il y a pas pour moi de favoris ou de personnes qui vont jouer le bas de tableau. Donc c'est un championnat très compliqué, et on essaye surtout de se consacrer que sur nous, de penser qu'à nous et pas de voir les autres résultats. Parce que on voit que chaque week-end il y a des surprises. Donc si nous déjà on arrive à faire le boulot sans compter sur les autres, ça sera une bonne partie pour nous. Jean-Bas, Joris Segond est actuellement le meilleur buteur, meilleur marqueur de points dans ce top 14, 94 points. On sent qu'il a la confiance au pied. Il y a également la relation avec Camille Lopez. Toi, ça te parle évidemment le jeu au pied, Jean-Bas, avec Joris. Est-ce que tu observes des choses qui ont changé, notamment dans ce style dans cette partie-là du jeu? Non. On a l'habitude, quand on est manager, d'insister sur les points forts des joueurs plutôt que d'essayer de développer leurs points faibles, surtout arrivé à un certain âge. Je pense que Joris c'est indéniablement, entre sa longueur et son jeu au pied au poteau, c'est indéniablement son point fort. J'ai vu qu'il avait même tenté 1 ou 2 drops, qui doit faire plaisir à Camille. J'aime bien les drops aussi, donc tout va bien. Non, moi, ce que je voulais poser comme question, c'était pour lui. Qu'est-ce qui les ferait passer dans une autre dimension? Quel serait le point d'amélioration qui pourrait vite avoir là pour essayer de voilà, que ça soit pas qu'un accident entre guillemets,
qu'un truc passager d'être dans les 6, mais d'y rester dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'il doit faire à Bayonne et dans l'équipe? Quel point d'amélioration pour aller plus haut? Moi déjà j'essaye individuellement notamment de travailler pas mal sur l'attaque, sur l'animation offensive, notamment sur attaquer la ligne. C'est quelque chose j'avais perdu un petit peu l'habitude de faire à Paris. J'avais un jeu plus direct avec le pied surtout. Là je retrouve un petit peu mon rugby, je me régale et surtout j'essaye de bosser sur ça aussi parce que quand on voit les 10 de classe internationale, mais dans notre championnat, quand on voit des Mathieu Jalibert, des joueurs comme ça, moi c'est des joueurs que j'adore voir jouer. Leur jeu ça me régale, donc j'essaye de m'inspirer un petit peu de leur jeu. Donc ça c'est un énorme boulot qu'il faut que je fasse sur l'attaque de ligne. Et là Camille qui est rentré dans le staff, c'est quand même un joueur qui aimait ça, jouer proche de la ligne. Donc j'essaye de m'inspirer de ça et surtout il m'apporte énormément sur ça. Et du coup, collectivement, qu'est-ce qu'il faut à Bayonne pour passer l'étape d'au-dessus et se maintenir dans ce top 6 pas que sur une année, mais sur 2, 3, 4 saisons de suite? Ouais, il faut tout simplement essayer de rivaliser tous les week-ends. Il faut passer là, pour le moment à Daugé, on a une petite étoile sur la tête. On arrive à enchaîner les bonnes performances, à gagner, mais il faut aussi savoir se déplacer parce que maintenant on voit que ce championnat, il faut gagner des matchs à l'extérieur si on veut espérer rentrer dans ces 6. L'année dernière, on a réussi un petit peu à le faire. Là, pour le moment, on a gagné à Perpignan, mais après on a fait 2 déplacements où on a pris 45 points et ça, je trouve, ça fait un petit peu tâche pour une équipe qui veut prétendre à rester dans les 6. Donc il va falloir qu'on montre notre visage aussi à l'extérieur. Ça va commencer ce week-end où on a un gros déplacement à Bordeaux. Donc il va falloir montrer notre visage si on veut montrer aussi aux équipes qu'on est là et que on n'est pas seulement une équipe qui sait recevoir, mais qui aussi à l'extérieur, il faut compter sur nous. On parle en ce moment beaucoup du côté de Bayonne, on en a parlé avec Jean-Bas et Philippe, d'Esteban Capilla. En ce moment, il touche pas le sol. Vous arrivez à le calmer un peu dans le vestiaire ou il s'enflamme lui aussi? Parce que hier, on a l'impression qu'il pouvait jouer tous les postes. Non, après Esteban, moi ça fait 2 ans que maintenant que je le côtoie, que je le vois tous les jours. Et son ascension m'étonne pas du tout parce que déjà l'année dernière, il avait cette qualité, c'est juste que là, il arrive à enchaîner les matchs. Et on voit depuis le début de ce championnat, tous les week-ends, il crève l'écran, il fait un énorme début de championnat. Donc c'est bien pour lui, c'est très bien pour nous, pour l'équipe, parce que c'est un joueur très important. Mais non, après Esteban, c'est une personne qui est incroyable. C'est un mec en or dans le vestiaire. C'est une flèche, c'est pas non plus une personne calme, tout ça. Donc on le charrie énormément, mais après c'est un sacré joueur. Et quand on voit les performances qu'il fait le week-end, on a encore plus envie de le taquiner pour justement qu'il soit encore meilleur. Philippe Spanghero avec Joris Second sur Sud Radio. Oui, une dernière question, plutôt sur la dynamique. Et on a vu que la saison dernière, ça avait été un peu compliqué de jouer sur les 2 tableaux, notamment avec la campagne européenne. Vous avez travaillé sur votre profondeur de banc, mais est-ce qu'il y a une volonté de faire des choix cette saison et de se focaliser encore peut-être sur le top 14, ou est-ce que vous voulez vraiment tout jouer à fond et engranger de l'expérience aussi sur la scène européenne? Ça déjà en début de saison on l'a pas énormément évoqué parce que déjà on a attaqué direct par le championnat, puis c'est la première fois où on a eu les vacances, mais on a repris la saison un petit peu plus tard, donc c'était un petit peu nouveau pour tout le monde, donc on s'est directement penché sur le top 14, on n'a pas énormément évoqué cette Coupe d'Europe. Après on a tous vu notre poule, on a une énorme poule, puis après on reçoit le Leinster à Daugé avec les Stormers, donc c'est 2 belles affiches et comme on a dit qu'ici à Daugé on voulait rester invaincu le plus longtemps possible, donc forcément ça marche aussi pour la Coupe d'Europe. Ça serait bien de faire un gros match face à la limite ce qui se fait presque de mieux avec le Leinster en Europe. Donc là on n'en parle pas trop, c'est sûr qu'au mois de décembre quand la Coupe d'Europe va arriver, je pense qu'on va vraiment rentrer plus dans le vif du sujet. Ça dépendra aussi forcément de la casse, ça dépend des joueurs qui sera disponible ou pas. Mais c'est sûr qu'en tout cas, on va vouloir faire bonne figure et pas passer pour des peintres, comme on dit, dans cette Coupe d'Europe. Quentin Cabanis, tu avais une dernière question pour Joris Second, l'ouvreur de l'Aveyron Bayonnais. Bonsoir Joris. Alors quand on voit ton début de saison qui est quand même très très bon, on a vu aussi tes premières sélections. Qu'est-ce que tu attends de la liste de mercredi de Fabien Galtier, toi? Bon alors franchement, en toute honnêteté, comme l'année dernière, j'y pense pas. Déjà la tournée en Nouvelle-Zélande, je m'y attendais pas forcément. Donc c'était comme plus, et comme j'ai dit, comme je dis toujours, je suis une personne moi qui me prend mais pas du tout la tête. Là déjà rien que de jouer tous les week-ends en top 14, pour moi c'est un régal. Donc après on verra la liste.
Mais là, j'y pense pas du tout, pas une seule seconde. La seule chose à quoi je pense, c'est jouer le week-end avec mon club, continuer à me régaler surtout parce que c'est avant tout un plaisir. Donc franchement, là j'attends rien. On verra mercredi. Si j'y suis, c'est énorme. Si j'y suis pas, ça me changera pas mon quotidien. J'aurai toujours envie de jouer dans tous les cas, tous les week-ends avec mon club. Et le week-end prochain d'ailleurs, ce sera du côté, tu l'as dit, de Bordeaux, samedi soir prochain à 21h. Merci beaucoup Joris d'avoir été avec nous au cœur de la mêlée avec Jean-Baptiste Elissade et Philippe Spanghero. Et bon dimanche soir évidemment, après la victoire, je pense que là tu peux te mettre au chaud pour regarder Toulon Racing. Exactement, là c'est le programme de la soirée, récupérer un petit peu et voir le match ce soir à la télé au repos, ça va faire du bien. Ça fait du bien, ça permet aux épaules de se reposer également, c'est pas plus mal. Oui, bon, les épaules, moi ça va. ça va. C'est ce que j'allais dire, c'est pas là. J'essaye d'être gentil, de complimenter Joris, et toi Jean-Baptiste tu lui tombes dessus quoi. Non. Joris, t'avais un joueur préféré quand t'étais jeune, non? Il me semble. Ouais. C'était qui? D'ailleurs, on en avait parlé, je me rappelle une fois encore ça. Ouais, c'était qui? Je t'avais dit que je t'adorais, que gamin. Il se fait mousser. Joris second en équipe de France, monsieur. Moi, je le dis. Allez, hop. Et alors, Du coup, Joris, je comprends mieux ta passion pour le plaquage en ayant été fan de Jean-Baptiste Elissade plus jeune. Exactement. Comment éviter le plaquage en 3 leçons? Ouais, a priori, c'est pas héréditaire d'éviter les plaquages. On a vu des images du week-end où le fiston a subi un peu. Ouais, merci. C'est pas cadeau pour tout le monde. Merci beaucoup Joris en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci, très bonne soirée. Ciao Joris, à bientôt. Bonne soirée à vous, salut. Bon, ciao. Merci, salut. Et on va continuer dans un instant, on va parler de National 1 et on va parler d'un autre grand fan de Jean-Baptiste Elissade, ce sera Yannick Nanga qui sera avec nous dans un instant. A tout de suite sur Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio Rugby, Cyprien Bétou. Vous êtes bien sur Sud Radio, la radio du rugby. Vous êtes au cœur de la mêlée avec Jean-Baptiste Elissade et Philippe Spanghero. Dans quelques instants, Yannick Nanga va nous rejoindre pour parler du Rouen-Normandie rugby et de la Nationale 1. Juste messieurs, avant je voulais avoir votre avis parce que Perpignan a encore perdu ce week-end à domicile contre Bordeaux. Il jouera la semaine prochaine du côté de Montauban. Montauban 3 points, Perpignan 0 points. Comment, Jean-Baptiste, on prépare un match qui sent déjà le maintien alors qu'on est à la 8e journée? J'y ai réfléchi hier, on en a parlé. Je pensais que le déclic allait arriver ce week-end. C'était l'occasion rêvée en recevant un gros de se réenflammer, de réenflammer le stade, de repartir d'un bon pied. Malheureusement, encore 20 minutes difficiles au début de match qui les ont éteints complètement. Et quand t'as pas le moral et que t'as pas de confiance, c'est très compliqué. Il y a plusieurs choix. Il y a rester sous la pression à Perpignan, chez soi, ne pas sortir comme les joueurs l'ont dit. Ou alors partir en stage peut-être 2-3 jours avant. Mais ce que je sais, c'est que peut-être il faut aller chercher un peu plus loin, c'est que chacun des joueurs de cette équipe a au fond de lui un club où il a été formé, une équipe où il a joué avec ses copains dans sa jeunesse. Eh ben il faut que chacun pense à eux, jouer sur l'orgueil. Et de toute façon là il y a que les joueurs qui ont la réponse. Le staff ils en ont viré 2. Franck Azema, on parlait de lui pour l'équipe de France, il a rien à prouver en tant que technicien, c'est l'un des meilleurs. Il y a que les joueurs qui peuvent décider du sort de ce match. Justement Jean-Baptiste, ces joueurs là quand on regarde la compo, quand on regarde leur nom, leur CV, ils n'ont pas pu devenir nuls en l'espace de quelques jours, quelques semaines. Comment on explique cette spirale qui s'installe? C'est quoi? C'est des doutes, la tête? On a vu la sortie de Tristan Teder où il dit c'est hyper dur. La confiance. Un joueur, un très bon joueur, sans confiance, il perd 5 points ou 6 points sur 20. Quand t'es à 15 sur 20, tu passes en dessous de la moyenne parce que tu sais plus, tu te poses des questions sur tout, alors que quand t'es en confiance, tout est léger, tout coule de source. Et là, cette équipe en manque cruellement. Et puis à côté de ça, après t'as ta vie qu'empathie. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand t'es moins performant, et que t'es dans une ville à taille humaine comme Perpignan, basé beaucoup sur cette ferveur et sur le rugby, ça doit pas être facile tous les jours de sortir de chez soi, d'écouter des gens qui te parlent mal ou qui te disent que ça va pas. Et ça influe beaucoup sur ta semaine, sur tes performances, et voilà. Et c'est un chemin qui s'arrête jamais, malheureusement. La seule moyen de l'arrêter, c'est de regagner. Et pour regagner, il faut qu'il y ait un déclic quelque part chez les joueurs. Pour moi, ça vient d'eux.
Et c'est certainement cette semaine. Peut-être que c'est à eux de dire bon, écoutez, il faut quoi? Il faut une petite explication de texte entre joueurs, une petite bagarre, un petit truc qui déclenche tout ça, ou alors même ça c'est même pas utile. Je sais pas. Je pense qu'ils l'ont eu, mais je pense qu'il y a 2-3 leaders qui doivent les prendre, aller se faire une bonne bouffe et peut-être boire 2-3 verres ensemble, se dire quelques vérités, ou alors peut-être au staff de dire bon allez, on part dès mercredi on se rapproche de Montauban, on va faire un stage, on pense à autre chose, on sort de cette sinistrose qu'il y a là-bas à Perpignan autour de l'équipe, de la ferveur, on va se mettre au vert. Mais je pense que eux, intrinsèquement, ils doivent aller chercher des valeurs qu'ils ont trouvées dans leur équipe jeune, dans leur équipe junior, dans leur club formateur. Moi, quand j'ai eu des périodes de doute, j'ai pensé à mes copains de La Rochelle quand j'étais junior, et j'ai dit rien que pour eux et pour ma famille, je vais faire mieux, je dois faire mieux. Et il faut qu'ils aillent chercher autre chose, parce que là, je pense que les entraîneurs, malheureusement, ils ont plus trop de prise, hein, techniquement, ça reste du rugby. Est-ce qu'on joue plus, est-ce qu'on joue moins, est-ce qu'on joue plus au pied? Ok, d'accord. Mais je pense qu'il faut qu'ils rentrent différemment dans l'approche du match et qui s'enlève cette pression négative. Voilà, c'est un tournant pour Perpignan. La chance qu'ils ont, c'est que Montauban ne prend pas de points, parce que Montauban pourra avoir 2 victoires de plus sans rien dire contre Lyon et contre Montpellier et être déjà bien loin devant. Donc voilà, ça jouera. Il y aura un championnat à 2 pour la descente et ça c'est acté. Et Philippe, quand tu regardes la rencontre qui aura lieu samedi prochain à 16h35 Montauban-Perpignan, tu vois qui des deux équipes la plus armée, sachant que ce week-end encore, Montauban en déplacement a encore pris plus de 50 points. Pour toi, c'est qui est, on va dire, en favori sur cette rencontre? Favori, si tu regardes les équipes sur le papier, honnêtement, on sait que Montauban est assez loin de ce qui se fait ailleurs en top 14 et même de cette équipe de Perpignan qui, en plus, s'est renforcée sur le papier. Donc, sur le papier, c'est Perpignan qui est plus solide. Mais après, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, il y a cette fébrilité, il y a ce doute qui s'est installé dans les têtes et on le voit sur les visages, on le voit dans cette incapacité à multiplier les temps de jeu, à se trouver sur le terrain. Donc, malheureusement, pour cette équipe de Perpignan, mais dans la dynamique, même si Montauban perd beaucoup à l'extérieur, ils ont su prendre quelques points à domicile. Ils ont failli revenir il y a 15 jours face à Castres dans un match où ils avaient complètement pris l'eau au départ avec du caractère. Donc Montauban a les armes pour gagner ce match à domicile. Et en tout cas, même si c'est qu'à la 8e journée, il va conditionner beaucoup de choses pour la suite ce match. Parce que la saison dernière, je le répète, on en a parlé hier, mais la saison de Perpignan, la bonne bascule, elle se passe quand ils arrivent à aller récupérer 2 points lors d'un déplacement à Vannes. Et ils enclenchent une dynamique qui fait que après ça, ils regardent un peu plus vers le haut et ils se sortent de la sinistrose. Et donc c'est ce qui va se jouer le week-end prochain entre ces deux équipes. En effet, le week-end prochain, c'est un véritable test. Ce sera du côté de Sapiac en plus, donc un déplacement pour Perpignan. Messieurs, Yannick Nyanga, il répond pas encore, donc on va décaler un peu. Il est un peu à la bourre. Jean-Bas, c'était habituel avec lui. Toujours. Yannick avait un gros problème de ponctualité, de ponctualité, de timing. C'est incroyable. C'est vrai. Oui. Ouais, les piles dans la montre étaient souvent un peu en panne. Et du coup, ça change pas. Est-ce que Guinoves mentait sur l'heure de rendez-vous? Il disait c'est 9h pour tout le monde et en fait c'était 10h et on disait 9h à Yannick pour qu'on soit sûr qu'il soit à l'heure. Non, c'est pas. Il a jamais trop manqué ce genre de rendez-vous, paradoxalement, parce qu'il savait que ça piquait. Mais d'autres rendez-vous un peu plus légers, oui. L'ascendance, voilà. On lui en veut pas, rien au contraire, on sait qu'il va arriver. Un petit resto entre copains, on savait qu'on le retrouverait pour le dessert, il le dit Joe, quoi. Ouais, déjà il fallait prendre le temps de s'habiller, de bien s'habiller, d'être propre sur lui. Ouais, donc ça prend un peu de temps, c'est tout. Et tu lui fileras un t-shirt des vieux crampons la prochaine fois, au moins il sera bien habillé, c'est une certitude. Je le montre. Juste, je voulais revenir également sur un autre match avec vous, messieurs, parce que Castres est en train de revenir un peu dans la compétition. En effet, 3 victoires de suite pour les Castrés, mais c'est surtout une victoire encore en trompe-l'œil. Grosse entame, et puis ils baissent le pied, mais ils arrivent à garder la victoire, comme la semaine dernière du côté de Montauban. Jean-Bas, cette équipe castraise, elle est difficile à lire, j'ai l'impression. Ouais, même si on avait été un peu surpris de leur défaite inaugurale avec quasiment un match très pauvre face à Bayonne, il me semble. Face à Pau. Le premier match champion. C'est les face Palois. À Pau, pardon. Ouais. Donc c'était très 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 pauvre. Et puis il y a eu cette bascule contre le Racing dans un match très mal embarqué où ils ont marqué un essai un peu de raccro qui les a remis dans la partie, et puis d'aller chercher cette dernière séquence de près de 2 minutes sous la pluie pour aller marquer un essai au gong
et se sortir avec une victoire. Quand on connaît le moral de cette équipe, le mental qu'elle peut avoir avec ce club autour, voilà, ils seront là et c'est un peu l'image de leur match, c'est-à-dire qu'ils ont des bonnes périodes où ça fonctionne bien, ils marquent des points et puis tout d'un coup, tu sais pas pourquoi ça part dans l'autre sens, mais à la sortie, ils arrivent toujours à trouver cette âme, à trouver ces ressources pour gagner quoi chez eux. Donc alors ça leur suffira peut-être pas pour aller taquiner le haut du pavé, mais ils sont là, il y a pas tout acheté, ils alternent vraiment le bon et le très mauvais mais je crois en eux parce que ils ont des valeurs un peu tribales, un peu de combat, donc et on a l'impression Jean-Baptiste en plus et Philippe que la greffe avec Enzo Hervé fonctionne bien. C'est un joueur qui colle bien au tempérament du CO, Jean-Baptiste, j'ai l'impression. Je le connais pas, hein, je connais que le joueur de rugby en l'apercevant comme ça, je sais pas, mais je pense qu'il a son aise dans le collectif et comme beaucoup de numéro 10 et beaucoup de numéro 9, s'il a un pack qui est dominateur, il n'en sera que meilleur, hein. C'est sûr que quand tu ramasses, c'est beaucoup plus compliqué à ce poste-là, mais je le sens déjà bien intégré. Donc ça a été assez rapide, voilà. Ce qui fait aussi, je pense, la qualité de ce groupe, c'est que ces mecs-là, ça doit être des bons vivants, des mecs qui s'entendent bien et ça se ressent sur le terrain dans les moments durs. Dans les moments durs, en effet. Philippe, du côté, pour rester sur ce match, du côté de Paris, on a l'impression que malgré une équipe, on va dire plus expérimentale, cette équipe est allée chercher un point de bonus défensif. On a l'impression qu'il y a des digues qui sont en train de sauter dans leur esprit. Ils sont en passe de réussir une saison plus correcte, en tout cas que la dernière, c'est sûr, mais plus proche de celle où ils ont fait demi-finaliste. Ah oui, largement. D'abord, on sent que cette équipe est en confiance. On parlait de profondeur de banc tout à l'heure pour Bayonne et le Stade Français aussi montre qu'ils annoncent cette année parce que ils ont fait tourner. On parlait de la jeunesse qu'on voit un peu sur tous les terrains et la jeunesse du Stade Français, elle est au rendez-vous du haut niveau. Et puis ensuite, il y a eu un très bon coaching finalement assez tôt dans le match qui a failli permettre au Stade Français de faire le coup. Il manque vraiment beaucoup de réalisme proche de la ligne Castres pendant trop longtemps. Je crois qu'il y a 15 ou 20 minutes où ils sont dans les 10 mètres Castres. Je vais te dire, il y a une stat que j'ai vue ce matin qui est dingue. Qui est assez folle. Ouais, qui est dingue, c'est 18 minutes. 18 minutes dans les 40 mètres sans marquer, sans scorer de la part du Stade Français. Ça me paraît hallucinant à ce niveau-là de la compétition. C'est une chose, mais pour moi, ils passent au moins 10 minutes dans les 10 mètres. Évidemment, mais 18 minutes dans les 40 mètres adverses sans marquer un seul point, ça me paraît, mais Jean-Baptiste, tu repars de là, mais t'es coach, mais tu deviens fou, je pense. Ah oui, parce que normalement, t'as des ratios, hein, quand tu rentres dans les 22 adverses en termes de points, t'as des standards qui sont mis en place. Alors ceux du top 14, je les connais pas actuellement, mais il est évident. Mais quand t'es remis en question comme ça, c'est qu'en face, t'as des gens qui font preuve aussi de valeur et c'est tout alors parce qu'on parlait de Castres et donc c'est tout à l'avantage de Castres, c'est que je vous dis, malgré ces moments difficiles, cette équipe, elle a toujours un mental, hormis sur le premier match, elle a toujours un mental d'aller s'accrocher, de se battre, et ça a toujours été des pénibles, mais dans le bon sens, dans le sens bien du terme, quoi. C'est des mecs, voilà. Alors pour le Stade Français, je suis content pour le petit Fourcent, cette pénalité, enfin à la fin là, qui leur donne le bonus. Il était mis au placard, même mis sur la liste des transferts, et voilà. Il a même joué l'année dernière plutôt à un poste qui est pas le sien. Il jouait même demi de mêlée sur la fin de saison, alors qu'il est plutôt demi d'ouverture. Ouais, c'est un garçon gentil, même peut-être trop gentil, qui aime pas trop bousculer l'ordre établi, et c'est un peu là peut-être son point de progression, mais voilà, il vivait une période difficile, 0 minutes sur les 6 premières journées, et là il a fait son match, et puis puis mais c'est un garçon propre, hein, et puis il met ce petit coup de pied qui, mine de rien, leur apporte un point. En tout cas, Philippe, on a l'impression que il y a une profondeur de banc et surtout des joueurs qui sont au rendez-vous cette année. L'année dernière, on a l'impression qu'on voyait pas vraiment de leader. Même les doublures des joueurs titulaires, Philippe, sont vraiment au rendez-vous. Ah oui, mais là, c'est clairement ce qu'on a vu sur ce match hier. Et donc, c'est intéressant parce que ces saisons, elles sont extrêmement longues. Alors, en fonction de comment tu veux jouer aussi la compétition européenne, puisqu'on en parlait avec Joris Second tout à l'heure pour
pour Bayonne, mais en tous les cas, il faut, et c'est pour ça que l'enjeu de la formation devient de plus en plus prégnant, parce que Jean-Bal disait, il y a des enjeux de salary cap, donc il faut des jeunes joueurs qui coûtent pas très cher et qui impactent pas trop la masse salariale, mais qui soient aussi au rendez-vous de ce genre de rendez-vous pour pouvoir gérer ces saisons qui sont très longues. Et c'est vrai que le Stade français, là, répond quand même à cette question depuis le début de la saison. Et puis on peut ajouter aussi que il y a une solidarité qui a été retrouvée dans cette équipe, parce que quand même dans ce match 4 fois Castres a franchi la ligne sans marquer. À chaque fois il y avait un joueur du Stade français sous le ballon. Et 4 fois, il y en a un qui s'est sacrifié comme ça pour empêcher l'essai. Donc il y a aussi cette notion de solidarité. Je me souviens, il y a Motassi notamment une fois qui se met en dessous, et voilà, il y en a 4 quand même dans cette action, 4 fois dans le même match où Castres franchit la ligne et marque pas. Oui. C'est quand même assez impressionnant. Il y a une période dans ce match où tu sens vraiment que le match est plié, que ça va être un score très très large. Et puis un peu à contre-cours du jeu, où en étant plutôt réaliste sur quelques temps forts, il reste collé au score et il se donne la possibilité d'y croire, avec le scénario à la fin où ils auraient pu renverser ce match, alors que sur la première mi-temps on se dit qu'il n'y aura pas photo. Et donc malgré tout ils sont restés collés, donc il y a ce caractère collectif, mais qu'on sent quand même se nourrir depuis le début de la saison, avec cette victoire. Enfin, il y a des moments clés, il y a cette conquête qui est forte, il y a le match, le scénario de la victoire contre La Rochelle. Enfin, il y a plein de choses qui nourrissent la confiance dans cette équipe depuis le début de la saison. Ouais, en effet, mais le Stade français la semaine prochaine jouera à domicile et recevra même le MHR du côté de Jambouin. Dans un instant, messieurs, on va se projeter sur la rencontre du soir, Toulon Racing 92 du côté de Mayol. On retrouvera Mathias avec nous dans un instant. Quittez pas, vous êtes bien sur Sud Radio, la radio du rugby au cœur de la mêlée. Sud Radio Rugby, Cyprien Bétou. Au cœur de la mêlée jusqu'à 19h, avant de retrouver Alexandre Priam et toute l'équipe rugby pour le match Toulon Racing 92 sur Sud Radio. On est au cœur de la mêlée avec Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero, mais également avec Mathias Merlot. Salut Mathias, tu vas commenter ce soir sur Sud Radio le match Toulon Racing 92. Salut Cyprien, salut les copains. Bon, et du coup Mathias, choc en effet entre les deux équipes qui ont plutôt bien commencé le championnat. Effectivement, choc, tu l'as dit, parce que déjà il y aura les deux quasiment meilleures équipes possibles sur la pelouse, donc ça c'est un élément intéressant par rapport à la semaine dernière. Choc, même si c'est entre le 12e et le 9e, mais on le rappelle, Toulon a un match en moins. Le Racing reste sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. C'est une équipe extrêmement en confiance qui a l'habitude de venir gagner à Mayol, pour la petite stat sur les 10 derniers matchs. Entre les 10 derniers, Toulon Racing 92, 50% de victoire du Racing, donc 5 succès de 2015 à 2022 du côté des Ciels et Blancs. Du côté de Toulon, il y a un sentiment un peu de rachat après notamment la grosse défaite subie la semaine dernière à Clermont. C'est à 10, Mignoni t'a agacé toute la semaine. Les joueurs ont parlé de revanche sur eux-mêmes, notamment sur des attitudes. Donc il y a tout pour voir une grosse affiche de cette top 14. Malheureusement, le temps sera pas au rendez-vous, messieurs, puisqu'il pleut là. Il commence à pleuvoir au-dessus de la rade et le ballon sera forcément un peu plus glissant. Bon, en tout cas, on te retrouvera évidemment à partir de 21h avec Alexandre Priam, Quentin Cabanis et toute l'équipe rugby sur Sud Radio. Merci Mathias et à tout à l'heure Jean-Bas, Philippe. Match intéressant entre deux équipes candidates au top 6 et surtout entre deux coachs qui se connaissent bien et qui viennent du même coin en plus, Jean-Bas. Et oui, les rascasses toulonnaises. Ils ont du tempérament les deux, ils ont du tempérament. Ah oui. Ah, et puis ils se retrouvent tous les deux dans les mêmes attitudes, avec le même accent. C'est marrant. Moi, ils m'ont toujours fait rire. J'adore les Toulonnais pour ça. Je suis très copain avec eux. J'ai toujours aimé leur clan, leur fierté d'appartenance. Ça me plaît beaucoup, un peu tribal et tout. C'est vraiment des personnes que j'apprécie. Et pour en revenir au match, ce que j'attends de voir, c'est du côté du Racing, puisque certainement que la possession, en tout cas la pression sera un peu plus sur leurs épaules, voir comment ils vont résister un peu mieux en défense. Ils ont eu encore des gros trous d'air la semaine dernière, même à 15 contre 14, ils prennent 2 essais encore trop faciles. On en avait parlé avec Patrice à l'antenne d'ailleurs. Vraiment c'est là où j'attends un mieux du côté du Racing face à un Toulon qui a dû être brassé par Pierre Mignoni et qui va, je pense, taper fort ce soir. Philippe, toi, tu attends quoi de ce match et comment tu vois ce match également? Est-ce que tu as la même passion pour les Toulonnais, Patrice Colazo et Pierre Mignoni?
Oui, mais forcément, quand on aime le rugby, il y a toujours des personnages très très atypiques du côté de Toulon et ça date pas d'hier. Donc oui, forcément, on a tous des amis qui ont joué à Toulon et qui sont quand même des bons ambassadeurs de la région. Et j'attends du match d'abord une grosse entame toulonnaise, beaucoup de sérieux sur les fondamentaux dans la conquête. Ils ont été chahutés la semaine dernière et puis surtout ils jouent gros parce que ils ont en effet un match de retard, ils jouent ce soir, donc quand on voit le premier pot qui est à 23 points, on voit que c'est quand même très serré en haut, donc on est à la 8e journée, il n'y a plus trop de points à laisser en route, ils ont l'occasion de revenir se coller surtout à domicile. Surtout à domicile, à ce qui se passe en haut, avant ce match de retard qu'ils auront à rattraper à domicile aussi. Donc voilà, c'est le RCT qui joue gros ce soir et quant au Racing, c'est vrai que ils sont quand même étonnants parce que en début de saison, on l'avait dit avec Jean-Bal après ce match à Castres notamment, où ils sont passés pas loin, que il manquait des choses encore à cette équipe qui avait changé de braquet complètement par rapport à sa stratégie de recrutement, mais malgré tout beaucoup de ces jeunes joueurs à qui Patrice a donné leur chance, ils sont au rendez-vous quand même et donc ils sont j'ai l'impression qu'ils grandissent vite. Donc j'attends de voir comment ils vont se comporter ce soir aussi. Ouais, en effet, un beau duel entre deux équipes. Excusez-moi de vous couper. Il joue le 15 argentin, comme je sais plus son nom. Il commence demi d'ouverture. Ah, à l'ouverture. Il commence à l'ouverture et t'as Antoine Gibert et Hugo Son sur le banc pour le Racing. Alors, il m'a fait très très belle. Bon, je l'avais vu avec les Argentins, ouais. Mais sa vitesse d'acclimatation en une semaine, la semaine dernière contre Montpellier, il a fait un match assez intéressant. Il y a pas d'erreur, quoi. Ouais. C'est 15 sur 20 facile. Enfin, il y a pas eu d'exploit, mais vraiment c'est un mec à suivre, ce mec-là. Et les Argentins s'acclimatent bien parce que du côté de Montpellier hier, Justo Picardo avait fait un bon match aussi, le premier centre argentin avec 9 sélections en effet. Il a pris son petit carton jaune. Hein, classique, c'est un Argentin. Ouais. Juste avant de se quitter, je crois que Quentin Cabanis avait un petit qui suis-je pour vous départager. Un petit qui je suis rapide. Allez, on va dire en 3 questions, messieurs. Allez. On va garder les bonnes valeurs des joueurs qui sont passés par les deux clubs. On va démarrer avec un monstre sacré du rugby, un homme né en 81 en Argentine qui compte. Baptiste, Juan Martín Hernández. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. 119 sélections avec une sélection qui n'est pas l'Argentine, alors qu'il est né en Argentine. Il a commencé à Estudiantes de Paraná. Il a joué ensuite au rugby Calvisano, aux Tigers de Leicester, à Toulon, 38 matchs. Philippe Leguizamón. Non. Et il a fini au Racing 92 en 2016. 119 sélections. Philippe Martin Castro Giovanni. Exactement, 1-0 pour Philippe. On va passer sur un autre joueur qui a démarré du côté de Béziers. Alors un joueur qui est né en 82 à Toulouse. Il a démarré à Béziers. Nicolas Durand. Allez, 2-0 pour Philippe. Allez, on en fait une dernière pour l'honneur. Pour l'honneur, voilà, avec... Allez, on va partir sur celui-là, un homme qui est né en 76 aux Fidji, qui a joué dans pas moins de 7 pays différents dans sa carrière. Il a 49 ans aujourd'hui. Il a commencé au Red Rock Kauai. Il a joué ensuite à Casquet, à Madrid, à Wellington. Philippe. Oui. Bobo. Exactement. 3-0. 3-0 pour Philippe. J'avais toute la liste. Dans toute la liste, t'en as pas dit, hein. J'ai été chercher les difficiles. Je savais que t'avais préparé. Parce qu'après, il y avait Marc-André, il y avait Colazo, évidemment. Bobigny, Abadi, Juan Martín Hernández. Enfin, il y avait une sacrée liste pour le coup. Bon, en tout cas, merci messieurs. De match ce soir 21h avec Alexandre Priam, Mathias Merlot et Quentin Cabanis entre Toulon et le Racing 92. Merci Jean-Baptiste, merci Philippe. On se retrouve la semaine prochaine avec François Trio. Ciao les mecs, bonne fin de week-end. Dans un instant, Judith Belair, c'est exceptionnel sur Sud Radio, la radio du rugby. C'est excellent, mais c'est exceptionnel. Oui, c'est excellent. Quel superlatif. Oui, c'est ça. C'est sur Sud Radio, la radio du rugby.